Le géant de l'alimentaire Carrefour suscite les appétits gargantuesques du Canadien Couche-Tard. Non, ce n'est pas une blague, le groupe s'appelle vraiment comme ça. Qui aimerait bien le racheter et le mettre dans son escarcelle pour la modique somme de 20 milliards d'euros. Et là, coup de tonnerre et coup de théâtre. Descendu du ciel dans son char républicain doré comme un Deus ex machina, enfin un Deus républicain, Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie bien-aimé, a dit non. 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 Niet, nada, nino, noni, veto, patouche à carouf. Au nom de la souveraineté alimentaire française, lui vivant, il ne laissera pas un Canadien, fût-il québécois, s'emparer de l'un des poids lourds de l'agroalimentaire français. Nous sommes bien obligés de le reconnaître, une fois n'est pas coutume, voilà qu'il y a de l'allure. Bruno, pour une fois tu me bottes. Chers amis, profitez-en. Pour une fois, je m'en vais chanter les louanges d'un membre du gouvernement Manusculus Micronimusculus. Ce ne sera qu'une fois, mais c'est toujours bon à prendre. Oui, effectivement. Nous pouvons nous réjouir de ce que M. Le Maire ait contacté une maladie gravissime que seuls les professeurs Raoult et Perron peuvent soigner en un clin d'œil, le patriotisme économique. Par les temps qui courent, contracter une telle maladie est rarissime puisqu'il n'y en a que pour le Covid. Au fait, qui c'est ça le groupe Carrefour? Le groupe Carrefour représente 20% de la distribution alimentaire de notre pays. Avec 105 000 salariés, il est aussi le premier employeur privé de France. Ce n'est pas rien. L'État, chargé de réguler l'économie, a donc pour mission de veiller à l'intérêt général et à celui des consommateurs français. Depuis 2019, la question alimentaire a été ajoutée aux intérêts stratégiques qui devaient être surveillés d'en haut. Il était temps. La grande distribution, sous l'impulsion des libéraux mondialistes et des pots de vin largement distribués à la classe politique, a écrasé le petit commerce local, pourtant fondamental pour l'équilibre de la société. Tout cela pour le plus grand profit de grandes capitalistes. Et maintenant que la grande distribution est reine dans notre pays, il faudrait qu'elle file à l'étranger. Tout cela pour le plus grand profit, encore une fois, de grandes capitalistes. C'était sans le grande Bruno Le Maire. La courageuse décision du grand Bruno a suscité l'enthousiasme des producteurs agricoles qui en ont un peu assez d'être la 15e roue du carrosse des politiques économiques, des traités de libre-échange et autres politiques européennes et transatlantiques. Le Bruno nous l'explique. Tout se tient. Sécurité alimentaire, défense de nos filières agricoles, valorisation de notre vie. Tiens, tout se tient, vous dis-je. Ma foi, comme nous aimerions entendre cette chanson-là un peu plus souvent. Tout se tient, nos emplois, notre culture, l'identité, l'immigration. Tout se tient, le virus, la défense de la vie et des plus faibles et la famille. Bruno, pourrais-tu expliquer cela à Macronor liberticidor Ier ? Il reste à espérer que la décision de Bruno fasse des petits et que la France retrouve un peu le chemin de l'orgueil national et de la défense de ses intérêts. Soyons honnêtes, il y a encore un sacré bout de route à faire. Nous sommes peut-être au carrefour, à la croisée des chemins. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Allez, reprenons un peu de Covid, ça faisait longtemps. Avouons que j'ai été particulièrement raisonnable puisque je n'en ai presque pas parlé pendant mes dernières chroniques. Aujourd'hui, je vais en servir quand même une petite dose. Il est bon, pour la santé mentale, de savoir où l'on en est dans cette triste histoire de pandémie. La dernière péripétie concerne la sacro-sainte OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et les tests. Comme vous le savez peut-être, Joe Biden vient d'être intronisé, si je puis dire, président des États-Unis. Vous allez me dire, quel rapport ? Il y en a bien
un bon gros grassouillet rapport. 1 heure à peine après l'arrivée officielle de Biden au pouvoir, soit 60 minutes à peine après l'arrivée officielle de Biden au pouvoir, soit 3600 secondes à peine après l'arrivée officielle de Biden au pouvoir. L'OMS communiquait sur ses doutes quant à la fiabilité des tests PCR auxquels toute la planète a recours depuis quelques mois. L'OMS propose donc une modification du protocole des 10 tests qui va avoir pour conséquence de faire chuter de manière drastique le nombre de cas positifs dépistés. Alors là, on peut le dire, cette déclaration de l'OMS tombe pile poil aux pattes. Sitôt élu, voilà le Biden capable de faire diminuer les statistiques des contaminations sans même lever le petit doigt. Ce n'est pas Trump qui pourrait en dire autant. Haha, gros vilain Trump, va. Voici ce que nous explique le nouveau communiqué de l'OMS. Si une personne ne présente pas de symptômes de Covid-19, il est abusif de la diagnostiquer comme étant porteuse du virus simplement parce qu'elle est séropositive. Il faut inclure les symptômes dans le processus de vérification. Cela paraît être du bon sens, mais il aura quand même fallu un communiqué de l'OMS pour nous rappeler cette vérité de la palisse. Pour savoir si vous êtes malade, il faut s'intéresser aux signes de la maladie sur votre organisme. Le communiqué signale également le risque de plus en plus élevé de faux positifs à mesure que la prévalence de la maladie diminue. Traduction pour le béotien et le commun des mortels encore vivants, dont je fais partie, pour une maladie donnée à un instant donné, moins il y a de malades ou d'ex-malades, plus on risque d'avoir un accroissement de faux positifs si l'on ne revoit pas les seuils de test. C'est ballot. Cela fait des semaines et des semaines qu'un certain nombre de médecins essayent de mettre en garde sur la validité supposée des tests PCR. Élise Blaise, notre remarquable directrice de la rédaction, n'avait cessé de le dire à temps et à contre-temps depuis belle lurette. Sans succès jusqu'à présent. Mais finalement, l'OMS, financée par un président démocrate, a écouté et répété ce que disait inlassablement Élise Blaise. Il faut donc croire l'OMS, dont la parole d'évangile va conforter à bon compte Papy Biden. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Cocorico! Il paraît qu'une série française fait un carton à l'international. Série française? Il faudrait savoir de quoi on parle. Oui, bien sûr, les acteurs sont français et le réalisateur est français. Mais une série dont le seul but est de cracher soigneusement sur la France et de nous servir un discours tout ce qu'il y a de plus politiquement correct, est-elle une série vraiment française? En fait, il faut vraiment faire un effort pour considérer que le dernier exploit de l'intouchable Omar Sy, dans le rôle d'Arsène Lupin ressuscité, célèbre la gloire de la France. Je vous fais un résumé des épisodes si vous ne tenez pas à financer Netflix pour voir ça, ce qui est tout à votre honneur. Il vaut mieux financer TV Liberté. Assane Diop, français bien franchouillard comme son nom l'indique, cambrioleur vaguement gentleman, décide de venger son père, victime d'une terrible injustice. Pour ce faire, il se glisse dans la peau de son héros favori, Arsène Lupin. Nous haletons. C'est quoi cette terrible injustice? Bien sûr, il ne peut s'agir que d'une injustice à caractère raciste. Et à partir de là, la série va enfiler toutes les perles possibles et imaginables de la bien-pensance, à tel point que c'en est presque comique, mais il paraît que c'est de l'art. La critique internationale a jugé « Ce Lupin turlupin revisité est un chef-d'œuvre ». Je rajouterai un chef-d'œuvre dans l'accumulation de clichés consternants. Donc, le pauvre papa du pauvre Hassan Bienchenou a été victime d'un méchant, forcément riche et forcément blanc.
Pas de suspense de ce côté-là. Et quand il était petit, le pauvre Hassan était harcelé à l'école par de méchants blancs, évidemment riches, qui voulaient lui piquer ses affaires. Le genre de choses qui arrivent tout le temps, bien sûr. Dans la nouvelle série Lupin, tous les hommes sont méchants quand ils sont vraiment blancs. Tiens, tous les hommes sont méchants quand ils sont vraiment blancs. Chouette, ça rime, ça fait poésie. Et toutes les femmes sont gentilles. Tiens, j'ai envie de faire poésie. Toutes les femmes sont gentilles et nous prennent pour des billes. Oui, ça fait poésie, c'est chouette. Ainsi donc, tout cela est du domaine de l'évidence, ce qui a dû permettre aux scénaristes de s'épargner de longues heures pénibles de réflexion et de travail. Et donc, Omar Turlupin ne se contente pas de participer à des enquêtes policières, il se bat contre l'injustice et le racisme à lui tout seul. Je suis sûr qu'il a un portrait de Joe Biden encadré dans son salon. L'intrigue de cette série géniale est réduite à peu près à zéro et nous offre un règlement de compte racialiste minable, mais cela suffit à faire grimper les critiques au 7e ciel et à crier au génie. Omar Sy, c'est la France qu'on aime, incarnée par un artiste qui se garde bien de payer le moindre centime au fisc gaulois et qui vit bien à l'abri planqué dans une villa sécurisée près de Los Angeles, pour ne pas avoir à craindre une putative insécurité sur notre sol. Omar Sy, c'est ce qu'on appelle un Français représentatif, tellement représentatif que Darmanin a envisagé, Dieu sait pourquoi, de l'associer aux réflexions du Beauvau de la sécurité aux côtés des syndicats de policiers. Il faut dire qu'Arsène Lupin a de l'expertise. Tout cela est à peine croyable et le bon Arsène Lupin doit s'en étrangler de fureur. J'espère qu'il n'en est pas mort, sinon je dirais comme Jacques Brel « Adieu Lupin, on t'aimait bien, tu sais ». Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Vous souvenez-vous de Pierre Humic, le lumineux maire de Bordeaux écolo, le grand pourfendeur de sapins Noël qui vomissait sa détestation des coupeurs de sapins de Noël au nom du culte à rendre à la déesse Terre. Disons-le clairement, avec ses déclarations abracadabrantesques concernant l'urgence de promulguer l'interdiction des sapins Noël, il nous avait fait bien rigoler et s'était couvert d'un ridicule qui ne l'a pas encore tué, hélas. Il a prouvé aux quelques Français qui pouvaient avoir encore des doutes que la politique est une chose décidément trop sérieuse pour pouvoir être confiée à des écolos gauchos. Eh bien voilà qu'en Gironde arrive à point nommé un débat épineux, sans jeu de mots, qui va donner quelques soucis piquants au chantre bordelais. Aux portes de la capitale de la Nouvelle-Aquitaine, aux portes de la belle ville de Bordeaux, est prévu un projet très ambitieux. Un gigantesque parc solaire doit venir s'installer sur une commune forestière de Gironde du nom de Soca. Ce projet est écolo en diable. Les panneaux solaires, c'est totalement dans le vent, comme les éoliennes. Mais voilà, ce projet d'avenir supposerait le défrichage de 1000 hectares de pins, cultivés par un groupement de civiculteurs. Rassurons-nous, le budget de l'opération n'est que de 1 milliard d'euros. Avouez qu'il y a là matière à débat. Je vous propose un petit exercice d'arithmétique comme au bon vieux temps. Sachant que sur une parcelle d'une superficie de 1 hectare, on plante en moyenne 2 multipliés par X sapins, combien de futurs arbres morts vont ainsi être sacrifiés sur l'autel de la transition écologique? Après avoir converti la surface en centimètres carrés puis en décimètres carrés, vous détaillerez l'opération et les étapes de votre raisonnement et communiquerez votre résultat final en boule de Noël recyclable. Le parc solaire n'a pas encore vu le jour, nous pouvons nous en douter. La Commission nationale du débat public,
encore un bidule que j'ai découvert à cette occasion, va organiser une consultation sur ce dossier avec masques et gestes barrières bien entendu au cours du premier semestre 2021. Il est probable que seuls les vaccinés anti-Covid pourront y participer. Des problèmes sans fin risquent de se poser. Les associations environnementales s'alarment de l'ampleur du projet qui pourrait bien cacher une vaste opération de spéculation financière. Le terrain est plat, ne coûte pas cher et il est évidemment plus simple d'abattre des arbres au kilomètre que d'installer un parc solaire sur des toits de maisons ou d'immeubles. Cela dit, il faudrait peut-être rappeler aussi à tout ce beau monde que les pins des Landes n'ont pas été plantés pour faire joli, mais pour fixer des sols fragiles et aider à la captation des eaux de pluie. Mais de tout cela, les écolos s'en moquent et d'ailleurs n'en savent rien. Quand il s'agit d'idéologie, on rase gratis des terrains forestiers, point barre. Et donc, en avant le parc solaire, tant pis pour la belle forêt de sapins et vive l'écologie futuriste bobo-gaucho qui s'oppose à la coupe des sapins pour Noël mais applaudit à la coupe des sapins pour cause écologique. Comprenne qui pourra. Je vous souhaite une excellente soirée. Ce qui caractérise le journaliste de gauche, c'est son sens des responsabilités. Il est un éclaireur des consciences, c'est même sa raison d'être. Et sur le sujet d'éclairer les consciences, nous pouvons faire confiance à Mediapart, le média partisan, pour être à la pointe du combat. La dénonciation des criminels susceptibles de porter atteinte à l'ordre républicain est par exemple l'un des jeux favoris de Mediapart. Ainsi, la plateforme d'Edoui Plenel a trouvé malin, à défaut de balancer le porc, de jeter en pâture le nom d'une enseignante qui avait osé proférer des paroles critiques à l'égard de l'islam. Après l'affaire Samuel Paty, c'était là faire preuve d'une intelligence rare qui mérite vraiment d'être soulignée. Le professeur en question avait eu le malheur d'articuler en cours des propos un peu musclés à l'égard de l'islam notamment. Mediapart a dit « pas bien la gueuse ». Mediapart a dénoncé la dame sur les réseaux sociaux et a eu le bon goût de préciser son nom et son prénom. Ne manquait plus que son numéro de portable et son adresse. Les gauchistes volant souvent en escadrille, la Ligue des droits de l'homme s'était quant à elle chargée de déposer plainte contre la dame pour injure raciale. Ce qui devait arriver arriva. Madame le professeur, qui a eu la naïveté de croire que la liberté d'expression était encore vaguement possible dans notre beau pays, s'est retrouvée prise en chasse par une horde d'adorateurs d'Allah un peu excités. Les menaces de mort se sont multipliées et elle a dû être placée sous surveillance policière. Merci Mediapart, I love you. À plainte et demie. Notre courageuse prof a donc à son tour porté plainte contre le journal pour mise en danger de la vie d'autrui. C'est bien là la moindre des choses. Mais peut-on faire confiance à la justice qui est toujours toute prête à enfourcher le cheval de l'islamo-gauchisme? Car pour la justice française, l'islam est à l'évidence la 8e merveille du monde. Pourtant, notre petite professeure s'est révélée 2 fois courageuse. Elle a osé critiquer l'islam et elle a attaqué en justice Mediapart. Le seul petit problème est qu'elle est maintenant placée sous surveillance policière. Si toutes les personnes qui critiquent l'islam doivent être suivies par un escadron de gendarmerie, la France risque de se transformer en un immense camp militaire. Enfin, n'exagérons pas, les quartiers dits sensibles n'accepteront en aucun cas cette présence militaire et l'État, bien entendu, se soumettra. Sur cette triste conclusion, je vous souhaite une très bonne soirée.